membre du conseil régional d'Auvergne, qui a énormément travaillé, donc il y a beaucoup d'obsessions, comme il le dit lui-même, donc sur les questions sociales, la volonté d'un développement économique. Il a beaucoup travaillé sur les questions d'OGM avec effectivement son amendement donc, au niveau donc, de l'Assemblée nationale, et puis sur les questions aussi du rapport Nord-Sud avec des amitiés, on va dire, avec des amitiés avec d'autres pays, etc., comme l'Algérie, comme la Corée, etc. Donc effectivement quelqu'un de très intéressant sur les questions locales, donc avec cet engagement-là sur le territoire, sur le développement du territoire, et puis aussi au niveau international, donc sur la question du développement. Alors qu'est-ce que j'ai voulu, quand j'ai décidé de faire le livre, il est bien évident qu'au début j'étais parti sur le modèle de l'environnement, mais j'ai élargi très rapidement, et sans faire quelque chose qui couvre tout, j'ai couvert des dimensions très différentes des questions environnementales, sans tout couvrir. Il y a des points que je n'ai pas abordés parce que je ne connaissais pas, je connaissais peu, j'avais pas le temps de travailler suffisamment sur ces points-là. Donc, j'y viens pour l'essentiel, j'ai abordé les points que je dominais à peu près, avec peut-être quelques nuances. Par exemple, les questions énergétiques, je ne suis pas fortiche, je l'ai quand même traité, mais je dis ça parce que j'ai une façon de travailler qui fait que j'ai jamais la volonté d'apparaître comme celui qui sait tout. Comme celui qui sait tout, celui qui domine toutes les questions. Moi, je considère que la vie politique et le mandat qu'on peut remplir et les interventions qu'on peut faire, il faut les faire avec une forme d'humilité. J'insiste énormément là-dessus. J'ai une anecdote pendant l'été, tu connais ma fille Marie, l'aînée, je lisais un passage, j'ai mis 3-4 anecdotes dans le livre. Je lisais un passage de ce livre, ce chapitre s'appelle « Le soir de la Joconde », et dans lequel j'expliquais que je ne savais pas ce que c'était qu'une zone humide. Et comment j'ai appris, alors que j'étais déjà député, ce qu'était qu'une zone humide. Avec un pêcheur qui m'a amené sur le terrain et qui m'a expliqué, vraiment sur place, ce qu'était une zone humide. Et je lui lis, parce que quand on écrit, il y en a peut-être parmi vous qui ont écrit, comme toi Bruno, peut-être d'autres, il y a quelquefois on est content de lire ce qu'on écrit. Quand on est en famille, on boit le café, puis on se lève, on lit une page. Et quand je lui ai lu la page, elle m'a dit, mais tu vas paraître pour un imbécile, parce qu'un député, il doit savoir ce que c'est qu'une zone humide. Ben, je lui ai dit, tu sais, justement, moi je voudrais essayer de montrer qu'on ne sait pas tout et qu'on apprend. Et c'est aussi une certaine approche, je crois, de la réflexion collective, de la réflexion partagée, qu'on peut apprendre des autres et élaborer collectivement des réponses sur des questions qui se posent. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour moi c'est très très important en termes de conception de la vie politique et donc en termes d'approche par rapport à ce livre. Ce que j'ai voulu d'abord expliquer, c'est que, parce qu'un communiste c'est pas évident de s'intéresser à l'écologie. On n'est pas a priori considéré comme étant des adeptes de l'écologie. J'ai voulu expliquer tout simplement ma prise de conscience. Alors ça peut attirer, là aussi j'étais à un débat à France 3 Auvergne, mais c'était avant, où je parlais de ça, avant de l'écrire, j'expliquais comment j'avais été sensibilisé aux questions d'écologie, et j'avais deux de mes concurrents qui étaient l'un à côté de l'autre et qui se moquaient en quelque sorte de cette conversion récente. Et je l'assume. Et j'écris justement dans le premier chapitre du livre que la prise de conscience que j'ai eue, c'est une prise de conscience progressive que j'ai eue par rapport aux questions de l'écologie. Et en particulier, ce qui était déterminant pour moi, c'est au moment du débat sur les OGM à l'Assemblée nationale, où j'étais parti d'une position plutôt favorable aux OGM. J'ai encore beaucoup lu, j'ai rencontré des collectifs, j'ai participé à une mission parlementaire, je suis allé aux États-Unis avec la mission parlementaire, Monsanto, Pioneer, on a rencontré beaucoup de monde. Et d'une position plutôt favorable aux OGM, je suis arrivé à une position extrêmement critique. Mais ça a été un cheminement personnel et une prise de conscience.
Et ça, j'essaie de l'expliquer en disant que dans la culture des communistes, notre culture, on a une culture qui est une culture où on a toujours considéré, on n'est pas les seuls d'ailleurs, ça remonte à l'Antiquité, siècle des Lumières, on pourra en parler d'autres, que les sciences et les techniques conduisaient de façon mécanique au bonheur de l'humanité, le développement des sciences et des techniques. Ce qui aboutit à une forme d'extrême qui était des positions un peu scientistes, et je trouve encore d'ailleurs dans mon parti, je rencontre quelquefois, il y a une commission qui regroupe des scientifiques, je rencontre des profs de haut niveau en plus, très haut niveau, d'un certain âge, qui sont encore sur cette position-là, position très scientiste des choses. Et c'est vrai que j'avais, moi, dans ma culture, j'avais cette approche que le progrès des sciences et des techniques, un peu mécaniquement, apportait une forme de bien-être, de bonheur, tout simplement parce que c'était fait pour améliorer le sort des humains. Et la conception qui était la conception du lien entre l'homme et la nature était une conception, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le mot mécanique, un peu comme si on gérait une intendance. C'est-à-dire que pour moi, la nature était quelque chose qu'on gérait comme quelque chose d'extérieur à l'homme. Et à partir des OGM, en étudiant la question des OGM et en particulier du lien entre les gènes et le reste de l'environnement, j'ai pris conscience d'une interpénétration très forte, d'une interaction extrêmement forte. Et qu'il n'y avait pas d'un côté l'homme, de l'autre côté la nature, mais qu'il y avait l'homme et la nature qui faisaient un tout. Et quand on lit des textes, par exemple, j'en cite, là, notamment d'Amérique du Sud, des textes amérindiens, c'est un peu à la mode, mais c'est repris aujourd'hui la notion de terre-mère, par exemple, il y a ça derrière, cette interpénétration. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai eu une vision complètement différente des choses. Et l'amendement que j'avais fait passer à l'Assemblée nationale, qu'on appelait l'amendement Chassaigne, l'amendement 252, qui pendant plusieurs jours, il y a eu une pétition, qui en 15 jours a eu 40 000 signataires. Enfin, j'ai un de mes assistants parlementaires qui disait, allez voir, il y a 2 500 000 occurrences sur le blog. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses pour dire à quel point. Cet amendement, il était essentiellement fondé là-dessus, en fait. C'est-à-dire sur le fait que le développement de la culture de plantes génétiquement modifiées pouvait avoir une influence en particulier sur les écosystèmes, par des gènes qui peuvent aller dans la nature, on va revenir là-dessus éventuellement, et dans ce cadre-là, pouvait aussi avoir une influence extrêmement négative sur des cultures labellisées, qui sont des cultures labellisées sans OGM, parce qu'il est possible que des gènes, effectivement, d'une certaine culture, puissent, par leur interaction, pénétrer d'autres végétaux et donc jouer sur la nature d'autres végétaux. Et cet amendement consistait à faire que dans certains cas, on devait interdire tout simplement des cultures OGM qui risquaient de contaminer des productions végétales, voire les écosystèmes, voire porter un coup aux structures agricoles. Pour revenir, ce qui m'intéresse dans le détail par rapport à ça. Donc il y a d'abord ce que je voulais expliquer, cette prise de conscience qui me semble extrêmement importante, qui est récente pour moi, et donc un peu nouvelle pour un communiste, et qui m'a amené aussi à remettre en cause des tabous que j'avais, des tabous en particulier sur la notion de décroissance, pris comme étant un terme brut. Bon, il y a encore un an ou deux, quand dans une réunion publique, j'ai des souvenirs très précis, j'étais allé faire une réunion à Die par exemple, dans la Drôme, quand quelqu'un abordait le mot décroissance, je montais sur les rideaux, je dirais après, quoi. Parce que c'était... je prenais le mot dans son acceptation brute en quelque sorte. Et de la même façon, si j'avais une forme d'attachement, même si je ne le disais pas, au productivisme, par le fait que lié au développement des sciences et des technologies, ça amène le productivisme par lui-même, amenant au progrès de l'humanité, au bien-être de l'humanité. Et j'explique dans le livre qu'il faut revenir là-dessus.
Moi je suis persuadé dans ce cheminement, un peu ce que j'appelle un peu avec un sourire, avec un peu d'ironie, un cheminement initiatique, avec un peu d'humour, un cheminement initiatique. Moi j'ai vraiment conscience qu'il faut qu'on s'attaque au mode de production. Et je dis bien dans un premier temps, mode de production, je ne mets pas d'adjectif derrière, capitaliste ou communiste ou socialiste, je dis bien d'abord mode de production. Parce que je crois qu'on a un mode de production tel qu'il est actuellement, qui produire, qui s'accompagne d'un mécanisme qui fait que l'individu devient un consommateur complètement aveugle avec la publicité et tout ça, et qui lui-même d'ailleurs, par le comportement individuel qu'on a, on alimente ce système productiviste qui à mon avis amène la planète à sa perte et a des conséquences sociales extrêmement négatives pour les individus dans une forme de conditionnement qu'ils ont par rapport à l'acte de consommer, par rapport à la nature de la consommation et par rapport à l'acte d'achat aussi. Donc là c'est un peu nouveau, je crois, par rapport pour quelqu'un qui a les idées que j'ai. Et j'essaie d'expliquer ça. Et dans ce cas-là, je dis, il n'y a pas de petit combat là-dessus. Il n'y a pas de petit combat. Et y compris quand vous avez des gens comme Arthus Bertrand ou Nicolas Hulot qui lancent des grandes campagnes, on peut avoir un regard critique sur les grandes campagnes pour tout un tas de raisons, hein. Mais je crois quand même qu'il faut aller dans ce sens-là, même si on a un regard critique, si on a un peu une appréciation critique, parce que je crois que ça fait avancer une prise de conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point du livre, j'essaie toujours d'avoir une approche qui est une approche mondiale, planétaire, parce que le monde est devenu tout petit. C'est pas seulement d'ailleurs, on parle de la révolution informationnelle, c'est pas seulement ça. Le monde est devenu tout petit, je cite le texte de Camus dans le combat au lendemain d'Hiroshima, il dit maintenant avec les sciences et avec l'évolution des sciences, on peut détruire la planète quand on le veut. Par tout simplement parce qu'il y a eu de tels progrès, et il y a là aussi de telles interférences entre les différentes parties du monde, que ce que l'on fait dans une partie du monde a des conséquences terribles sur les autres parties du monde et sur les peuples en particulier. Et pour ne pas être trop long, je cite un exemple, je vais en citer qu'un seul, mais qui pour moi qui est l'exemple peut-être le plus typique, c'est celui des biocarburants. Ce qui se passe est j'allais dire que c'est quelque chose d'ignoble ce qui se passe avec les agrocarburants. J'ai volontairement glissé du mot biocarburant à agrocarburant. C'est-à-dire qu'on décide en Europe d'avoir 10% de notre carburant qui doit être d'origine agricole, ce qu'on appelle le biocarburant dans la langue officielle, en sachant très bien que ces 10%, on est incapable de les produire, et d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose de les produire, mais même en imaginant qu'on peut en produire, on n'arrivera jamais à 10%. On produit ces biocarburants dans d'autres pays du monde, avec des conséquences terribles, et on alimente la faim dans le monde avec ça. Il y a une hypocrisie, qui est une hypocrisie terrible, et c'est ce que je reproche en particulier au Grenelle de l'environnement, qui est bâti, qui est construit sur cette hypocrisie-là, où on aborde des questions environnementales quasiment au niveau de notre pays, voire au niveau européen, mais sans oublier toutes les interférences qu'il peut y avoir au niveau des autres pays du monde. Et là, dans le livre, j'ai vraiment des détails là-dessus. Peut-être qu'on pourrait essayer. Voilà. Donc, je suis peut-être trop long. Non, mais c'est très bien. C'est juste que peut-être, voilà, déjà à partir de maintenant, vous avez déjà des interrogations, des choses qu'on pourrait approfondir sur donc, cette idée d'interpénétration, cette idée donc, de convergence, etc., cette idée environnementale, et puis peut-être ce processus de conscience, cette idée qu'on a un cheminement et tout ça. Donc je ne sais pas s'il y a des questions.